Il y a une vérité inconfortable qui est rarement exprimée à voix haute. Dans le monde réel, être traité avec respect ne dépend pas toujours de ton éducation, de ton âge ou de ton apparence. Parfois, il suffit de croiser la mauvaise personne au mauvais moment pour ressentir le poids brutal de la grossièreté publique. Nous avons tous ressenti ce coup sec, un commentaire chargé de poison, un regard qui cherche à humilier, une provocation lancée comme si tu avais l'obligation de perdre le contrôle. Le réflexe le plus courant est de répondre avec fureur ou d'encaisser la colère. Mais ces deux chemins ont un coût psychologique qui s'accumule et fracture le caractère avec le temps. La dignité est mise à l'épreuve dans ces instants, et bien que l'instinct crie à la revanche, la véritable force réside dans le fait de ne pas offrir ta paix à ceux qui ne la méritent pas. Les stoïciens le savaient, tu peux contrôler ta réaction, jamais le comportement de l'autre. Si chaque attaque te tire vers le bas, tu deviens prisonnier d'inconnus. Si tu entraînes la sérénité, chaque provocation devient une occasion de démontrer ta discipline. Il ne s'agit pas d'être indifférent ni de faire semblant que la grossièreté ne fait pas mal, mais de l'affronter avec des mécanismes mentaux qui empêchent le poison des autres de pénétrer ton estime de soi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment protéger ta sérénité sans perdre un gramme d'autorité. Je te promets ceci, la prochaine fois que quelqu'un cherchera à te briser en public, tu auras les outils pour choisir le calme et non la réaction automatique. La dignité ne se négocie pas, elle se défend en silence. 1. Fais une pause avant de répondre. La vérité est dure, la plupart des gens réagissent comme un animal acculé face à l'impolitesse des autres, sans filtre, sans pause et sans la moindre intention de contrôler leur réponse. Je te le dis franchement, chaque fois que tu sautes sur le premier impulsion, tu renonces à ton intelligence et tu remets ta dignité sur un plateau. Tu n'es pas un automate, mais tu agis comme si tu avais des fils au lieu de bon sens. Ce qui se passe à l'extérieur ne te définit pas, mais ce que tu choisis d'en faire révèle exactement le type de personne que tu es. Arrête de te mentir en pensant que tu as perdu le contrôle à cause des autres. La seule vérité est que tu ne l'as jamais entraîné. Combien de fois vas-tu encore te justifier en disant que c'est sorti de ton âme ou que n'importe qui aurait réagi de la même manière? C'est la mentalité de celui qui est en dette avec lui-même. La dette de ne jamais avoir pris au sérieux le travail de renforcer l'autocontrôle. Fais une pause avant de répondre. Ce n'est pas une suggestion molle. C'est la base de toute réponse digne. Tu penses que cette pause est insignifiante, mais c'est le filtre qui sépare la réaction automatique de la décision consciente. Sans cette pause, il n'y a pas de différence entre toi et celui qui t'insulte. Celui qui ne s'arrête pas vit à la merci de celui qui lance la première pierre, et c'est une faiblesse déguisée en spontanéité. Une pause te permet de voir le mécanisme en marche. La décharge d'adrénaline, l'impulsion de rendre l'offense, le désir de prouver quelque chose. Si tu n'es même pas capable de te contenir pendant quelques secondes, oublie l'autocontrôle, oublie le stoïcisme et oublie la dignité. Le respect de soi commence au moment où tu choisis de ne pas te laisser emporter par le courant de tes émotions les plus primitives. L'agresseur s'attend à te voir perdre ton calme. Il attend que tu réagisses de la même manière, voire pire, que tu te rabaisses à son niveau et que tu confirmes sa vision médiocre du monde, où tout est réaction, où aucun contrôle n'est possible. Ta pause brise son scénario, ton silence pèse plus que son bruit. Tu ne lui donnes pas de pouvoir, tu lui en enlèves, car tu laisses clair que ton bon sens est plus fort que n'importe quelle provocation passagère. Il ne s'agit pas de te réprimer jusqu'à exploser. Il s'agit d'entraîner le muscle de la maîtrise de soi, celui que presque personne ne développe, parce qu'il nécessite des efforts, nécessite de l'inconfort et exige que tu prennes la responsabilité de tes actes. Ne te trompe pas. La pause n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est la distance qui te permet d'observer l'attaque, de voir la blessure chez l'autre et de décider s'il vaut la peine de dépenser une seule parole de ton énergie. Si tu n'es pas capable de faire une pause, tu es esclave de tes impulsions.
Si tu peux, tu es maître de ta réponse et, par conséquent, de ton destin émotionnel. Celui qui ne contrôle pas la pause paie de sa paix intérieure. Fais la pause. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. 2. Ne prends pas l'attaque comme quelque chose de personnel. Tu es dans la file d'attente de la banque, il y a de l'urgence, l'ambiance est tendue et quelqu'un derrière toi lâche un commentaire désagréable. Tu vas rester là toute la matinée ou quoi ? La phrase cherche à s'enfoncer, à provoquer une réaction immédiate, à te pousser à jouer le jeu de celui qui insulte et espère que tu te rabaisses. Ce qui se passe à ce moment-là semble simple. Tu ressens un coup au cœur. Ton ego s'active comme un ressort. L'esprit commence à fabriquer des excuses pour répondre par la même monnaie. Mais arrête-toi une seconde et observe le véritable mécanisme. D'où vient cette urgence de te défendre, de prouver que tu n'es pas faible ? L'insulte est réelle, mais ce qui te fait mal, ce n'est pas la phrase, c'est l'interprétation que tu en fais. Tu te mets le fardeau sur les épaules, comme si chaque mot était un poids que tu devais porter, et tu te convaincs que l'offense est une évaluation directe de ta valeur. C'est là l'erreur. Tu n'es pas le centre de l'univers de l'autre. Sa frustration, son venin, son ton n'ont presque jamais à voir avec toi. Tu es juste la cible la plus proche à cet instant. Si tu gobes l'idée que l'attaque est un jugement sur toi, l'agresseur a gagné sans même se donner la peine. C'est ici que l'entraînement commence vraiment. Apprendre à ne pas prendre l'attaque comme quelque chose de personnel est l'un des filtres mentaux les plus puissants que tu puisses développer. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la résignation, c'est de la clarté. C'est reconnaître que chaque être humain traîne sa propre histoire, ses frustrations, ses blessures non résolues, et que souvent, ce qu'il cherche, c'est un endroit où les déposer. Tomber dans le piège de te sentir désigné, c'est perdre la perspective, c'est laisser ton esprit fonctionner selon le scénario de l'autre. Personne ne te connaît vraiment dans la file d'attente de la banque, ni dans la rue, ni au bureau. Ce que les autres disent de toi n'est qu'un éclat de leur propre bataille. L'offensé s'affaiblit. Celui qui ne se sent pas visé se libère. Chaque fois que tu assumes que la grossièreté est une attaque à ton identité, tu t'enchaînes au jugement externe et tu cesses d'être maître de ton état intérieur. C'est le prix de la susceptibilité. Ta tranquillité dépend de l'humeur et de la misère émotionnelle des autres. Change le filtre. Demande-toi, ce que je viens d'entendre en dit-il plus sur moi ou sur l'autre ? Presque toujours, le véritable message se trouve chez l'émetteur, pas chez le récepteur. Laisse les commentaires des autres passer comme un courant que tu ne traînes pas. Tu n'as pas besoin de répondre, ni de prouver, ni de corriger la vision déformée de celui qui t'attaque. La dignité ne se négocie pas avec des inconnus et ne se défend pas avec des cris. Celui qui ne prend pas l'attaque de manière personnelle économise de l'énergie et gagne en paix. Personne ne peut déplacer ton axe si tu ne le permets pas. C'est cela, la véritable indépendance émotionnelle. 3. Demander de la clarté face à l'impolitesse. Je vais te le dire sans détour. Demander de la clarté face à l'impolitesse m'a semblé inconfortable, presque humiliant au début. Il y a une partie de moi qui préférerait répondre avec sarcasme, une autre qui veut ignorer l'agresseur et faire comme si de rien n'était. Mais la vérité est que lorsque quelqu'un te parle avec mépris, la dernière chose que tu veux, c'est d'humaniser la situation en demandant des explications. Cependant, lorsque je me suis forcé à le faire, j'ai découvert un mécanisme psychologique que presque personne ne reconnaît. Derrière l'insulte directe se cache souvent une intention floue, une motivation que l'impoli lui-même n'ose pas exposer frontalement. Et c'est ici que demander de la clarté devient une arme stratégique et non une démonstration de faiblesse. En décomposant la scène, la première chose qui se produit est une montée de tension. Le corps réagit, l'esprit cherche des réponses rapides et l'impulsion naturelle est de rendre le coup. Mais si tu intervenais à cet instant en demandant quelque chose d'aussi simple que « Que veux-tu dire exactement ?» ou « Peux-tu m'expliquer ce à quoi tu fais référence ?» tout le circuit émotionnel est interrompu.
L'agresseur est contraint de faire face à ce qu'il vient de lancer, de mettre en mots concrets sa motivation. Très peu de personnes peuvent maintenir le même niveau d'hostilité lorsqu'on leur demande d'être clair. C'est comme si la brume qui protégeait leur attitude se dissipait et qu'ils devaient soudain justifier leur comportement. Cela ne les met pas seulement mal à l'aise, cela te permet également de reprendre le contrôle de la situation, car tu cesses d'être une cible passive et tu deviens quelqu'un qui exige de la cohérence. L'impolitesse survit dans l'ambiguïté. La clarté l'étouffe. En analysant la dynamique, demander des explications force une pause dans le flux automatique d'agression et de réaction. Celui qui insulte s'attend à un rebond émotionnel, pas à une demande de précision. En lui demandant de clarifier, tu le confrontes à son propre désordre intérieur. Souvent, il ne sait même pas pourquoi il agit ainsi. Il le fait parce qu'il est plus facile de lâcher du venin que de revisiter son propre malaise. Lorsque tu demandes de la clarté, tu lui renvoies la responsabilité de ses mots. Tu ne te mets pas en position de victime ni de bourreau. Tu demandes simplement qu'il prenne ses responsabilités. La dignité ne consiste pas à se taire ni à crier, mais à exiger que tout ce qui est dit ait un fondement. Si tu ne peux pas expliquer ton impolitesse, elle n'a pas de valeur. C'est une ligne qui coupe net le jeu du mépris. Ce n'est pas confortable, mais c'est efficace. Celui qui demande de la clarté ne perd jamais, car il oblige l'autre à se regarder dans le miroir de ses arguments. Parfois, l'agresseur se rétracte. D'autres fois, il trébuche en essayant de justifier l'attaque, mais presque toujours, l'ambiance change immédiatement. L'énergie cesse de tourner autour de l'émotion et se déplace sur le terrain de la raison. C'est la différence entre réagir et gouverner l'interaction. Ne te contente pas d'absorber des coups verbaux, ni de les rendre. Exige des explications. C'est le filtre qui sépare la critique valable de la décharge émotionnelle d'autrui. Demander de la clarté est une dignité en action. 4. Remercie et suis ton propre chemin. Tu traverses la ville comme on traverse un marché bondé, des voix, des poussées, des gestes brusques, des regards qui rebondissent sans s'arrêter. La grossièreté publique ressemble à ces mains qui essaient de se glisser dans tes poches, cherchant à te voler ta tranquillité sans que tu t'en rendes compte. Il y a une réaction automatique qui se ressent dans l'estomac, une chaleur dense, une tension qui monte dans la gorge. Mais il existe aussi une autre option, beaucoup moins utilisée, accepter le frottement, remercier mentalement le signal que tu ne veux pas devenir la même chose, et continuer ton chemin comme si rien ne pouvait te détourner de ta direction. Il ne s'agit pas de résignation ni de faire semblant d'être de pierre, il s'agit de ne pas donner de pouvoir à un inconnu qui décide de croiser ton chemin. La différence entre celui qui s'en mêle avec chaque provocation et celui qui avance réside dans la capacité de voir la scène comme un simple obstacle et non comme un message personnel. Le geste est simple, presque imperceptible. Une légère inclinaison de la tête, un merci bref, parfois à peine audible, et la décision ferme de ne pas s'arrêter pour négocier avec la misère des autres. Tu ressens la tentation de regarder en arrière, de renvoyer une phrase cinglante, mais tu choisis de ne pas rester collé au sol émotionnel où l'on veut t'entraîner. À cet instant, ton corps se déplace en avant, les épaules détendues, le regard fixé sur ce qui compte vraiment. Ta direction, pas le bruit latéral. Il y a de la force chez celui qui ne se laisse pas attraper par l'énergie des autres. Tout le monde ne mérite pas une réponse. Tout le monde ne mérite pas ton temps. C'est la dignité silencieuse, celle qui n'a pas besoin d'applaudissements. La gratitude dans ce contexte est une pure stratégie interne. Ce n'est pas une récompense pour le grossier, c'est un rappel pour toi-même. Je ne porte pas ce qui ne m'appartient pas. Chaque grossièreté que tu laisses derrière, chaque commentaire venimeux qui ne te freine pas, est un investissement dans ta liberté émotionnelle. Le monde est rempli de ceux qui cherchent à t'accrocher à leurs blessures, mais ton travail est de lâcher l'hameçon avec élégance et fermeté. Remercier et avancer est l'art de choisir tes batailles, de savoir que la véritable indépendance ne se mesure pas au nombre d'insultes auxquelles tu réponds, mais au nombre que tu laisses tomber sans te contaminer.
Il n'y a aucun mérite à s'en mêler avec quiconque croise ton chemin de manière désagréable. Il y a du mérite à avancer, intact, en montrant que ton énergie n'est pas à vendre. La paix t'appartient seulement si tu décides que personne d'autre ne l'administre. N'accepte pas les fardeaux des autres. Remercie l'avertissement et suis ton propre chemin. C'est cela la maturité, c'est cela la force entraînée. 5. Établis des limites sans perdre ton calme. Celui qui ne sait pas poser des limites est complice de son propre maltraitement. C'est aussi simple que cela. Il n'y a rien de plus pathétique que de voir quelqu'un se laisser piétiner, se taisant par peur de déranger ou par terreur de perdre l'approbation d'inconnus. Tu veux du respect? Commence par te l'exiger à toi-même. La plupart préfèrent avaler l'inconfort plutôt que de marquer un arrêt, car ils ont peur du conflit, ou pire encore, parce qu'ils ont appris à normaliser l'abus déguisé en fort caractère ou personne difficile. Laisse-moi te le dire clairement, personne ne respectera tes limites si tu n'es pas capable de les défendre sans hésitation. L'autocontrôle ne consiste pas à tout supporter avec un air de martyr, mais à montrer par des actes et des mots qu'il y a un point où ta dignité n'est pas négociable. Celui qui se tait par habitude finit par accumuler du ressentiment comme une dette émotionnelle qui, tôt ou tard, se rembourse avec des intérêts sous forme d'explosion ou d'humiliation. La dignité n'est pas un ornement, c'est une limite opérationnelle. Ne confonds pas le calme avec la soumission. Garder son calme ne signifie pas avaler les déchets des autres, ni tolérer des manques de respect comme si tu étais un conteneur de frustration d'autrui. Le vrai calme est celui qui met un frein sans crier, c'est celui qui regarde l'autre et d'une voix ferme et sans trembler dit « Ici, tu t'arrêtes ». Il n'est pas nécessaire d'expliquer ou de justifier ta limite. Ceux qui exigent que tu justifies ton droit au respect cherchent simplement un espace pour continuer à franchir la ligne. La limite ne se demande pas, elle se marque. Et si l'autre personne se fâche, qu'elle fasse face à son propre malaise. Tu n'es ni thérapeute, ni sac de frappe pour qui que ce soit. Chaque fois que tu restes silencieux, tu envoies le message que ton espace et ton temps sont en promotion. Chaque fois que tu reportes la limite, tu t'entraînes à la faiblesse. Mets le frein avec clarté, sans fioriture ni menace. Il n'est pas nécessaire de hausser la voix, mais il faut faire comprendre qu'il y a des conséquences. Je n'accepte pas ce traitement. Ne me parle pas de cette manière, ou simplement t'éloigner sans donner d'explication. Le respect ne se négocie pas lors de débats d'une demi-heure. Ce que tu permets se répète. Si aujourd'hui tu tolères un manque, demain il te sera 2 fois plus difficile de te maintenir debout. Les excuses du type « je ne voulais pas faire de scandale » ou « ça ne vaut pas la peine de discuter » sont le prétexte de ceux qui préfèrent la fausse paix à la véritable estime de soi. Arrête de te cacher derrière la courtoisie lâche. La limite est le cadenas de la dignité. Si tu ne le fermes pas, personne ne le fera pour toi. N'aie pas peur de déranger l'autre. Crains plutôt de te conforter pour toujours dans le rôle de celui qui se laisse entraîner. Poser des limites sans perdre son calme est la preuve que ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de l'autorité que tu as sur ton propre espace. Personne ne peut te piétiner si tu restes ferme. Respecte-toi sans demander la permission. C'est la ligne qui sépare l'adulte de l'enfant apeuré. 6. Détecte le besoin derrière l'insulte. La plupart des gens n'insultent pas parce qu'ils sont forts, mais parce que quelque chose en eux est fracturé. La grossièreté n'est jamais un signe de pouvoir, c'est le signe d'un manque, d'une fissure interne que l'autre essaie de masquer par le mépris. Quand quelqu'un t'attaque en public, ce que tu vois n'est que la surface d'un besoin mal géré. Derrière chaque commentaire venimeux, derrière chaque geste hostile, il y a une faim non satisfaite, une frustration qui ne sait pas trouver une issue digne. La réaction automatique est de le prendre comme une attaque personnelle, mais si tu prends le temps de regarder plus profondément, tu commences à voir le véritable mécanisme. Celui qui blesse demande quelque chose, même s'il ne le reconnaît pas. Il demande de l'attention. Il demande à se sentir supérieur pendant un instant. Il demande à être vu. Ou, au fond, il demande que quelqu'un lui confirme qu'il existe, même à travers le conflit.
C'est le véritable fondement de la plupart des grossièretés. Personne qui est en paix n'a besoin de piétiner les autres pour respirer. Le défi alors est d'apprendre à détecter ce besoin caché sans tomber dans le piège de se sentir responsable de le satisfaire. L'empathie stratégique n'est ni une faiblesse ni une soumission. C'est la capacité de voir au-delà de l'insulte et de comprendre que l'autre montre son point le plus bas, pas sa force. Si tu es capable d'observer l'attaque sous cet angle, tu reprends immédiatement le pouvoir sur ton état interne. Tu n'es plus une marionnette qui réagit à chaque tirage de corde, mais un observateur qui reconnaît la dynamique et décide s'il participe ou non. La question que tu dois te poser n'est pas « pourquoi m'attaque-t-il ?», mais « que cherche-t-il vraiment ?» Et bien que la réponse ne justifie jamais le manque de respect, elle te permet de choisir une réponse qui préserve ta dignité. Tu peux choisir de ne pas t'engager, tu peux renvoyer une phrase neutre qui n'alimente pas l'agression, tu peux même répondre avec un calme qui désarme parce que tu n'entraves pas dans le jeu du manque de l'autre. Ne confonds pas détecter le besoin avec le porter. Tu n'es pas venu au monde pour être le thérapeute des inconnus, ni pour corriger le vide émotionnel de ceux qui ne se supportent pas eux-mêmes. Mais si tu reconnais le besoin derrière l'insulte, l'impact émotionnel change immédiatement. Tu cesses de te sentir offensé et tu commences à voir l'autre comme quelqu'un qui ne sait pas demander ce dont il a vraiment besoin. C'est la maturité émotionnelle, ne pas s'engager avec le masque, mais voir la fracture derrière le geste. La compassion n'est pas une excuse pour permettre l'abus. C'est un filtre qui te protège du piège du ressentiment. Celui qui insulte révèle sa véritable pénurie. Ne porte pas ce qui n'est pas à toi. Le contrôle de soi le plus solide naît de la compréhension que la plupart des offenses parlent du besoin de l'autre, pas de ta valeur. La dignité commence quand tu cesses de mendier la validation des vides des autres. 7. Limitez l'accès aux personnes toxiques. Vous assistez à une réunion de famille et voilà, le parent qui aime mettre mal à l'aise, le connu qui ne manque jamais une occasion de faire une remarque blessante déguisée en blague, la personne qui semble vivre pour appuyer sur les boutons de tout le monde. Vous le connaissez bien, car chaque fois qu'il apparaît, votre énergie s'épuise, votre humeur change et vous vous retrouvez à calculer comment esquiver la prochaine décharge. C'est ici que s'active le mécanisme le plus subtil, mais le plus nécessaire, limiter l'accès. Il ne s'agit pas de punir, ni de couper les liens par fierté, mais d'appliquer, avec un froid stratégique, le principe de l'auto-soin. La tolérance n'est pas infinie. Si elle l'était, ce ne serait pas une vertu, mais un abandon de soi. Chaque interaction est un investissement. Soit vous ajoutez de la paix, soit vous vous endettez par rapport à votre tranquillité. En analysant la dynamique, la plupart supportent la toxicité par inertie sociale ou par peur du qu'en dira-t-on. Mais laisser la porte ouverte à ceux qui ont déjà prouvé qu'ils viennent contaminer, c'est comme inviter un voleur à fouiller vos tiroirs chaque fois qu'il le souhaite. L'erreur ici est de penser que vous devez supporter par politesse, par nostalgie ou pour maintenir l'harmonie. Cette harmonie est fausse si elle se paie avec votre bien-être. L'accès, en psychologie profonde, se traduit par le temps, l'attention et l'espace mental. Si vous cédez ces ressources à ceux qui les gaspillent ou les utilisent pour vous rabaisser, le coût est toujours le vôtre, jamais celui de l'autre. Personne ne viendra protéger vos limites si vous ne les blindez pas. La décision de limiter l'accès ne se prend pas à chaud, elle se prend à froid. Vous observez des schémas, identifiez qui répète le comportement et évaluez l'impact réel sur votre humeur, votre journée, votre perception de vous-même. Puis vous choisissez, vous restreignez vos conversations, vous raccourcissez les rencontres, vous filtrez ce que vous partagez, vous vous permettez même de ne pas répondre à des messages ou de ne pas assister à certains événements. Il ne s'agit pas de faire une scène, mais d'ajuster la distance pour que votre dignité ne soit pas compromise. La clé est celle-ci. Protégez votre espace comme s'il s'agissait de votre seule richesse. Parce que c'est le cas. L'effet est immédiat. Moins d'épuisement, moins de ressentiment accumulé,
plus d'énergie disponible pour ceux qui ajoutent vraiment. Limiter l'accès n'est pas de la cruauté, c'est une hygiène émotionnelle. La relation avec les toxiques s'améliore rarement avec une patience infinie. Elle s'améliore quand ils comprennent qu'ils ne peuvent plus entrer et sortir de votre état mental à leur guise. Si l'autre proteste, l'interprète comme un rejet ou essaie de vous manipuler avec de la culpabilité, ce n'est pas votre problème de résoudre son malaise. Votre loyauté est d'abord envers vous-même, pas envers l'habitude ni le chantage émotionnel. Le respect véritable se construit sur la clarté et la distance. Celui qui prend soin de son espace prend soin de sa paix. Ne donnez pas de clé à celui qui ne sait que salir. 8. Protège ta dignité face aux provocations. Je vais être brutalement honnête. Il y a des moments où j'ai ressenti la tentation de laisser une provocation faire ressortir le pire en moi. J'ai remarqué comment ma mâchoire se tend, les muscles de ma nuque se durcissent et mon esprit se remplit d'arguments aiguisés, tous prêts à être lancés. Le corps le prend comme une question de survie, comme si le respect était en jeu face à un regard défiant dans la rue ou un commentaire venimeux lancé à haute voix dans les transports en commun. C'est inconfortable de l'admettre, mais parfois la dignité semble être une monnaie que l'on peut perdre en un instant, et l'impulsion de la défendre à tout prix te pousse exactement là où ils veulent te mener, dans le piège de la réaction. La sueur froide sur les paumes, le pouls accéléré, le désir de ne pas être en dessous dans ce duel invisible. Reconnaître cet automatisme est le premier pas, mais il ne suffit pas de le voir. La vraie question est comment protéger la dignité quand tout le système nerveux crie de répondre. La scène est simple et cruelle. Quelqu'un te regarde de haut en bas avec mépris, cherche une fissure dans ton armure à chaque geste, attend le moindre signe de faiblesse pour creuser plus profondément. Il y a des personnes qui se délectent de ce jeu sale, qui se nourrissent de l'inconfort des autres et collectionnent de petites victoires aux dépens de ceux qui cèdent. C'est là que se définit le véritable entraînement stoïque. Tu peux sentir le tremblement dans le creux de ton estomac, l'impulsion de hausser la voix, mais tu choisis autre chose. Il ne s'agit pas de durcir le visage, ni de devenir de pierre, mais de planter les pieds, de regarder fixement l'agresseur et de tenir le moment. Le problème n'est pas que tu sois fatigué, c'est que tu vas te coucher avec l'esprit comme un champ de bataille. La dernière chose à laquelle tu penses avant de fermer les yeux est la première chose qui dirige ta journée au réveil, et c'est là que la plupart des gens perdent le contrôle sans s'en rendre compte. Tu te couches en repassant des disputes, des erreurs, des messages auxquels tu n'as pas répondu, des peurs concernant l'avenir, et tu prétends trouver la paix au milieu de ce bruit. Il n'y a pas de paix possible ainsi. L'esprit a besoin d'ordre, il a besoin de direction. Et si tu ne lui en donnes pas, il commande. Les stoïciens le savaient. Le véritable entraînement du caractère commence lorsque la journée se termine. Avant de dormir, ils s'arrêtaient pour examiner ce qu'ils avaient bien fait, ce qu'ils pouvaient améliorer et ce qui ne valait pas la peine d'être porté jusqu'au lendemain. Ce rituel nocturne n'était pas un caprice philosophique. C'était une stratégie pure. Parce que ce que tu décides de penser avant de dormir décide de ton repos, de ton humeur et de ta force au lever du jour. Il ne s'agit pas seulement de dormir plus d'heures. Il s'agit de dormir avec le bon poids dans la tête. Si tu fermes les yeux avec rancune, culpabilité et anxiété, tu te réveilleras faible. Si tu les fermes avec calme, gratitude et clarté, tu te réveilles plus fort. C'est aussi simple et aussi dur que ça. N'attends pas de discipline si tu entraînes ton esprit dans le chaos chaque nuit. La nuit n'est pas la fin de la journée. C'est le début de ton prochain état d'esprit. Et si tu n'apprends pas à gouverner ces dernières minutes, tu vivras en répétant la même fatigue déguisée en routine. Cette vidéo ne prétend pas t'offrir de jolis mots pour mieux dormir, mais t'apprendre à transformer chaque nuit en un champ d'entraînement silencieux. Parce que celui qui contrôle ses dernières pensées de la journée commence à contrôler toute sa vie. 1. Fais taire le monde. Le véritable silence ne commence pas lorsque tu éteins les lumières. Il commence lorsque tu décides d'éteindre le bruit que tu portes en toi.
Beaucoup de gens pensent que le repos est une question de fermeture des yeux, mais si l'esprit reste allumé, peu importe à quel point le lit est confortable, le corps se fatigue, mais l'âme reste en guerre. Chaque notification, chaque souvenir qui apparaît lorsque tu restes immobile est une corde qui te maintient attaché au chaos de la journée. C'est pourquoi la première étape pour maîtriser la nuit est brutalement simple. Faire taire le monde avant que le monde ne te fasse taire. Regarde autour de toi. Nous vivons entourés de stimuli conçus pour voler notre attention. La luminosité du téléphone, les derniers messages, les nouvelles qui promettent l'urgence, les réseaux sociaux montrant des vies parfaites qui n'existent pas. La plupart ne se rendent pas compte que cette exposition constante ne se termine pas lorsque le soleil se couche, car nous l'emmenons au lit comme si c'était un prix, alors qu'en réalité c'est du poison. Les stoïciens n'avaient pas de téléphone, mais ils connaissaient le danger de la dispersion. Ils avertissaient qu'un esprit fragmenté ne peut pas trouver de repos. Et bien que les temps aient changé, la nature humaine ne l'a pas fait. Le silence conscient n'est pas seulement se taire, c'est un acte de maîtrise de soi. C'est le moment où tu décides de fermer la journée, peu importe si le monde là-bas continue à exiger plus de toi. C'est éteindre le téléphone même si quelqu'un se vexe parce que tu ne réponds pas. C'est arrêter la conversation interne qui t'accuse pour des erreurs passées. C'est rejeter l'idée que tu dois tout résoudre avant de dormir. Faire taire le monde ne signifie pas fuir, cela signifie poser des limites. Et les limites sont un langage que l'esprit comprend comme une protection. Imagine que ton esprit est comme un lac. Pendant la journée, il reçoit des pierres, des branches, des gouttes de pluie. Oh, tout tombe et agite l'eau. Si à la nuit tombée, tu continues à lancer des pierres, l'eau ne se calme jamais et ne reflète rien. Mais si tu arrêtes de les lancer, la surface se calme d'elle-même, et alors elle peut refléter le ciel. Faire taire le monde, c'est arrêter de jeter des pierres dans le lac de ton esprit, pour qu'il puisse retrouver la clarté qu'il a naturellement. Commence par des gestes simples mais fermes. Au moins 30 minutes avant de dormir, éteins les écrans. Ne baisse pas la luminosité, ne vérifie pas quelque chose rapidement. Éteins-les. Cet acte si petit est un message pour ton cerveau. Le bruit est terminé. Baisse les lumières, réduis les sons, mais surtout, coupe le dialogue interne qui insiste pour avoir le dernier mot de la journée. Si l'esprit se rebelle, rappelle-lui que toutes les pensées ne méritent pas d'être écoutées immédiatement. Tous les problèmes ne méritent pas d'être pris en compte à 11 heures du soir. Les stoïciens enseignaient que le contrôle de soi commence parce que tu décides de laisser entrer dans ton esprit. Si tu emmènes au lit tout le chaos que tu n'as pas su lâcher, tu ne peux pas espérer la paix. Faire taire le monde est, en essence, un acte de respect envers toi-même. C'est dire au bruit, pas aujourd'hui, pas maintenant. C'est récupérer le droit de terminer la journée à ta manière, avec dignité et autorité sur tes propres limites. Beaucoup sous-estiment le pouvoir de cette étape parce qu'elle semble simple, mais c'est la plus difficile pour un esprit accro à la distraction. Cependant, c'est le point de départ pour tout le reste. Tu ne peux pas semer la gratitude sur un terrain qui est encore plein de cris. Tu ne peux pas déclarer la paix si tu ne mets pas fin à la guerre en premier. Lorsque tu apprends à faire taire le monde avant de dormir, tu te donnes le cadeau d'un esprit qui respire enfin. Et cette tranquillité ne t'aide pas seulement à te reposer, mais renforce ton caractère pour te réveiller avec plus de maîtrise de toi-même. 2. Cultiver la gratitude. L'esprit humain est comme un terrain. Il est toujours prêt à recevoir des graines, mais toutes les graines ne produisent pas des fruits qui valent la peine d'être récoltés. Si à la fin de la journée vous semez des plaintes, des comparaisons et des ressentiments, ne soyez pas surpris lorsque vous vous réveillez épuisé, irritable et avec le sentiment que rien n'est suffisant. Mais si à la tombée de la nuit vous choisissez de semer la gratitude, vous transformez le terrain intérieur en un espace fertile où le repos devient une force et le nouveau jour une opportunité. La gratitude n'est pas un geste mièvre ni une phrase vide pour se sentir mieux. C'est un outil puissant que les stoïciens pratiquaient avec discipline. Marc Aurèle, après des journées pleines de responsabilités, consacrait ses dernières réflexions à remercier les leçons, même celles qui étaient enveloppées de difficultés.
Pour eux, remercier ne signifiait pas ignorer la douleur ni romantiser l'adversité. C'était reconnaître que même les moments difficiles contiennent quelque chose à enseigner et que chaque expérience, bonne ou mauvaise, faisait partie de leur entraînement en tant qu'êtres humains. La plupart des gens pensent qu'ils n'ont rien à remercier parce qu'ils confondent gratitude et complaisance. Ils pensent: comment vais-je remercier si ma vie n'est pas parfaite, si j'ai encore des problèmes à résoudre? C'est là l'erreur. La gratitude n'attend pas que tout aille bien. C'est la décision de reconnaître la valeur de ce que vous avez, même au milieu de ce qui manque. C'est comprendre que chaque respiration que vous prenez, chaque obstacle que vous avez surmonté, chaque personne qui a croisé votre chemin pour vous enseigner quelque chose, sont déjà des raisons suffisantes pour fermer les yeux sans rancune. En la pratiquant avant de dormir, vous ne faites pas seulement le ménage dans le désordre émotionnel accumulé pendant la journée, mais vous orientez votre esprit vers ce qui renforce plutôt que ce qui draine. La gratitude est comme une lampe de poche dans l'obscurité. Elle ne fait pas disparaître les problèmes, mais elle vous permet de voir les chemins plus clairement. Et cela change tout. Un esprit qui remercie devient plus résilient, plus stable et moins enclin à s'enfoncer dans des pensées inutiles pendant la nuit. Commencez par quelque chose de simple. Avant de vous coucher, mentionnez à voix basse ou en silence au moins 3 choses que vous remerciez de cette journée. Ne cherchez pas de grandes réalisations, cherchez ce qui est réel. Cela peut être d'avoir résisté à une impulsion, d'avoir terminé une tâche, d'avoir eu un moment de rire au milieu du chaos ou simplement d'être arrivé vivant à la fin d'une journée difficile. Le pouvoir est dans la reconnaissance de ce que vous avez déjà et non dans l'obsession de ce qui manque. Si vous voulez approfondir les faits, écrivez ces 3 choses. Vous n'avez pas besoin d'un journal élégant ni de phrases parfaites. Un simple cahier et des mots directs suffisent. Écrire transforme l'abstrait en concret. Et pendant que votre main trace chaque remerciement, votre esprit commence à se concentrer sur ce qui ajoute plutôt que sur ce qui soustrait. Avec le temps, cette petite habitude entraîne le cerveau à chercher des raisons de remercier même pendant la journée, et cela transforme votre perception de la vie entière. De plus, la gratitude désarme le ressentiment. Vous ne pouvez pas être reconnaissant et ressentir du ressentiment en même temps. Ce sont des états mentaux qui ne coexistent pas. Chaque nuit que vous décidez de remercier, vous choisissez de lâcher un peu plus de ce poids invisible que vous traînez. Les stoïciens considéraient cela comme un exercice d'humilité. Reconnaître que vous ne contrôlez pas tout, mais qu'il y a toujours quelque chose qui dépend de vous. Même si c'est votre attitude face à ce qui se passe. Pratiquer la gratitude avant de dormir n'est pas un acte mineur. C'est un entraînement silencieux qui façonne le caractère. 3. Déclare ta paix. La plupart des gens vont se coucher en espérant que le silence de la nuit fasse le travail qu'ils n'ont pas fait pendant la journée. Apaiser l'esprit. Mais la paix n'arrive pas par accident et n'apparaît pas simplement parce que l'horloge indique minuit. La paix se déclare, se décide et se défend. Avant de fermer les yeux, tu dois donner à ton propre esprit un ordre clair. Aujourd'hui, il n'y aura pas de guerre. Et cette déclaration n'est pas de la poésie. C'est un signal de commande qui entraîne ton intérieur à répondre calmement, même lorsque la vie insiste pour te provoquer. Les stoïciens ne croyaient pas que la paix était un état mystique qui se trouve en dehors de soi. Pour eux, c'était une conquête quotidienne, le résultat de la maîtrise des pensées et de la non-permission aux émotions de régner sans contrôle. C'est pourquoi ils consacraient un moment chaque soir à examiner leurs actions, à reconnaître leurs erreurs et à se pardonner ce qu'ils ne pouvaient pas changer. Cette habitude les empêchait d'aller se coucher en portant des culpabilités inutiles, car ils comprenaient que le véritable repos n'est possible que lorsqu'il n'y a pas de bataille interne. Imagine que ton esprit est comme une pièce pleine de voix. Certaines t'accusent pour ce que tu as dit, d'autres te rappellent de vieilles erreurs. D'autres crient des problèmes que tu ne pourras pas résoudre avant demain. Si tu te couches sans déclarer ta paix, ces voix continueront à discuter pendant que tu dors, comme si ton esprit était un tribunal ouvert toute la nuit. Au réveil,
tu te sentiras épuisé, non pas à cause du travail physique, mais à cause des batailles mentales interminables qui ne se sont jamais arrêtées. Déclarer ta paix, c'est faire une clôture consciente de la journée. C'est regarder en face les erreurs commises, les accepter sans dramatiser et dire « cela reste ici, je ne l'emmènerai pas à l'oreiller ». C'est aussi reconnaître les problèmes qui n'ont pas encore de solution et dire « demain, je verrai ce que je peux faire ». Mais ils ne me voleront pas le repos d'aujourd'hui. Cet acte de décision met fin au cycle de l'anxiété nocturne, qui épuise tant les personnes qui pensent que se soucier au lit les rapproche de la solution. Ce n'est pas le cas. L'inquiétude nocturne ne résout rien, elle ne fait que voler de l'énergie pour le lendemain. Une pratique simple mais puissante est de créer une phrase de clôture, une affirmation courte qui devient ton signal de commande personnelle. Cela peut être quelque chose d'aussi direct que « aujourd'hui, je lâche ce que je ne contrôle pas » ou « je ne vais pas emmener mes batailles à l'oreiller ». Il ne s'agit pas de phrases magiques ou d'illusions optimistes. Il s'agit de mots qui fonctionnent comme des ancres mentales, des rappels que tu décides de ne pas te battre quand il n'y a rien à gagner. Répéter ces mots chaque nuit enseigne au cerveau qu'il existe une limite, un moment pour s'arrêter. La paix déclarée implique également le pardon, non pas comme excuse, mais comme libération. Pardonner à la fin de la journée ne signifie pas justifier ce qui était mal, mais refuser de permettre à l'offense de continuer à occuper de l'espace dans ton esprit. Marc Aurèle avait l'habitude d'écrire que la colère contre les autres ne fait de mal qu'à celui qui la garde. Lorsque tu fais de cette déclaration de paix une habitude, ton repos cesse d'être une simple fermeture des yeux et se transforme en un entraînement silencieux de l'autocontrôle. Peu à peu, l'esprit apprend à arrêter son propre bruit lorsqu'il reçoit l'ordre, tout comme un soldat qui reconnaît l'appel de son commandant. Et chaque nuit que tu réussis à t'imposer à tes pensées chaotiques, tu renforces un muscle invisible, celui de la discipline émotionnelle. Celui qui déclare sa paix avant de dormir ne fait pas preuve de faiblesse ou de naïveté. Il montre un courage peu commun dans un monde où tout le monde se bat même dans ses rêves. 4. Lâchez le poids sur le papier. Il y a des pensées qui pèsent plus que la fatigue physique. Vous ne vous en rendez pas compte. Mais chaque souci, chaque regret et chaque idée que vous ne dites pas à haute voix s'accumulent comme des pierres en vous. À la fin de la journée, beaucoup se mettent au lit avec l'esprit encombré, espérant que le sommeil soit assez fort pour balayer ce désordre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce que vous ne lâchez pas vous poursuit, et ce que vous taisez finit par parler seul lorsque vous éteignez les lumières. C'est pourquoi les stoïciens avaient une arme silencieuse et puissante, l'acte d'écrire. Nous avons tendance à sous-estimer le pouvoir du papier, comme si déverser les pensées était un passe-temps sans importance. Mais écrire est un exercice de nettoyage mental, presque un soulagement physique pour l'âme. Lorsque les pensées restent coincées dans la tête, elles grandissent, se déforment, se répètent comme un écho insupportable. Le papier les arrête, leur donne une forme, et les enferme dans un endroit où elles ne peuvent plus empoisonner votre esprit pendant votre sommeil. Sénèque conseillait d'examiner la journée avant de dormir, se demander ce qui a été bien fait, ce qui aurait pu être amélioré, ce qui ne valait pas la peine d'être porté au lendemain. Cette habitude, plus qu'un rituel philosophique, était un acte pratique d'autogouvernement. En écrivant ce que vous avez en vous, vous arrêtez de vous battre avec les pensées et commencez à les traiter comme des objets que vous pouvez déplacer et organiser. Ce qui était auparavant un essaim chaotique devient des mots ordonnés, visibles, qui cessent de vous effrayer. Il ne s'agit pas de rédiger un journal parfait, ni d'orner des phrases. Il s'agit de vider l'esprit. Vous pouvez commencer par écrire 3 choses, ce que vous remerciez, ce qui vous pèse et ce que vous décidez de lâcher pour aujourd'hui. Ce geste simple ouvre de l'espace pour le repos. C'est comme laisser le sac à dos sur le sol avant de continuer le chemin. La charge existe toujours, mais vous ne la portez plus. Il y a quelque chose de presque thérapeutique à voir les pensées transformées en encre. Ce qui semblait immense se réduit à quelques lignes. Ce que vous croyiez impossible à résoudre perd de sa force lorsque vous le confrontez avec des mots. Le papier ne vous juge pas, ne vous interrompt pas, ne discute pas.
Il reçoit simplement et garde. Et en laissant là vos inquiétudes, vous libérez l'esprit de tourner autour de la même chose pendant que vous essayez de dormir. Imaginez le guerrier qui nettoie son épée après la bataille. Il ne le fait pas par caprice, mais parce qu'il sait qu'il ne peut pas aller se reposer avec la lame couverte de sang et de poussière. C'est ainsi que l'esprit est après une journée difficile. Il a besoin d'un nettoyage pour ne pas porter le poids de la journée dans la nuit. Écrire et ce nettoyage, c'est la façon la plus simple et efficace de dire au cerveau que la journée est terminée et qu'il n'a pas à continuer à se battre dans l'obscurité. Un cahier ordinaire et un stylo suffisent. Si vous ne savez pas par où commencer, écrivez des phrases courtes. Aujourd'hui, je laisse aller. Aujourd'hui, je remercie. Aujourd'hui, je ne me blâme pas pour. Ces petites déclarations sont des clés qui ferment des portes inutiles et libèrent de l'espace pour le calme. Les stoïciens comprenaient que tout problème ne peut pas être résolu sur le moment, mais il peut être mis à sa place pour ne pas envahir ce qui reste de paix. Chaque mot écrit est une décision. Cette idée ne viendra pas avec moi sur l'oreiller. Cette action répétée nuit après nuit ne fait pas seulement ordonner l'esprit, elle renforce aussi le caractère, car vous entraînez l'habitude de faire face à ce que vous ressentez au lieu de le fuir. Lorsque vous faites du papier votre confident nocturne, vous ne cherchez pas la beauté ni la perfection, vous cherchez la légèreté. Et cette légèreté est celle qui permet à votre esprit, enfin, de se reposer. Vous dormirez mieux, non pas parce que tout est résolu, mais parce que vous avez libéré le poids de le porter en silence. 5. Respire et libérer. La respiration est le pont invisible entre le corps et l'esprit, mais peu de gens le remarquent parce qu'ils la tiennent pour acquise. Pendant la journée, nous respirons de manière automatique, superficielle, comme si cela suffisait à peine pour survivre. Cependant, lorsque la nuit tombe, cette respiration agitée, faite de précipitation et de stress, continue de guider un corps qui essaie de dormir tout en se comportant comme s'il était en pleine bataille. C'est pourquoi le repos n'arrive pas. Le corps dit combat pendant que tu dis repos. La respiration consciente est l'interrupteur qui réconcilie les deux et te rend le contrôle. Les stoïciens, bien qu'ils ne parlent pas en termes modernes de respiration diaphragmatique ou de pleine conscience, savaient que le calme commence par la maîtrise du corps. Épictète enseignait que face à ce que tu ne peux pas contrôler, le premier acte de gouvernement est avec toi-même. Et il n'y a pas d'acte plus basique d'autogouvernement que de respirer de manière délibérée. Chaque inspiration profonde est un rappel que tu es en vie et que tu décides ce qui entre et ce qui sort de toi. Chaque expiration est un ordre silencieux pour libérer le poids émotionnel accumulé. La plupart des gens emportent la tension de la journée au lit comme si elle faisait partie de leur identité. Épaules tendues, mâchoires serrées, respiration courte. Ainsi, même si la fatigue est réelle, le corps croit qu'il est toujours en état d'alerte. Mais le corps ne sait pas mentir. Peu importe combien de fois tu répètes à ton esprit qu'il doit se détendre, si le corps ne reçoit pas le bon signal, il n'y aura pas de repos. C'est ici que la respiration consciente devient un outil stoïcien, une manière simple, directe et puissante de gouverner le chaos. Commence par quelque chose d'aussi simple que de t'asseoir sur le bord du lit, fermer les yeux et relâcher les épaules. Inspire en comptant jusqu'à 4. Retiens l'air un instant et puis expire lentement jusqu'à 6. Ce petit allongement de l'expiration trompe le corps pour qu'il abandonne l'alerte et active le système de calme. Répète le cycle au moins 5 fois, mais sans forcer quoi que ce soit. L'objectif n'est pas de manquer d'air, mais de rappeler au corps qu'il n'est plus en danger. Chaque expiration est plus que de l'air qui sort. C'est une façon d'expulser le résidu émotionnel que tu as accumulé. La conversation inconfortable que tu as eue le matin, l'erreur que tu as continué à répéter mentalement, la peur que tu portes sur l'avenir. Lorsque tu expires, imagine que tout cela part avec l'air. Ce n'est pas une fantaisie bon marché. Ton esprit obéit aux images que tu lui donnes, et la visualisation renforce l'effet apaisant. Les stoïciens voyaient le contrôle de la respiration comme un acte de discipline, pas de mysticisme. Ce n'était pas un rituel spirituel pour impressionner qui que ce soit.
mais un outil pour garder son calme lorsque les émotions menacent de déborder. Beaucoup de gens cherchent la paix dans des paroles profondes ou des solutions complexes, mais oublient que la paix commence avec le rythme de ta respiration. Ce rythme dicte à l'esprit s'il doit lutter ou se rendre au repos. Plus il est lent et profond, plus vite le corps lâche les signaux d'alerte. En quelques nuits, tu remarqueras que le sommeil arrive avec moins de résistance, non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que tu as appris à guider le seul mécanisme qui ne ment jamais. Avant de dormir, consacre quelques minutes à cet exercice. Fais-le en silence, sans musique, sans distraction, en laissant le seul son être l'air qui entre et sort de tes poumons. Cet acte simple, répété nuit après nuit, devient une encre. Chaque fois que tu commences le cycle de respiration, ton corps saura qu'il est temps de libérer le poids de la journée. 6. Prends soin de ta dernière pensée. L'instant précédant la fermeture de tes yeux est le terrain le plus fertile de ton esprit. Ce que tu décides de penser dans cette dernière minute avant de dormir ne reste pas là. Il s'enfonce dans ton subconscient et travaille en silence toute la nuit. Beaucoup l'ignorent et se couchent en nourrissant des souvenirs douloureux, des inquiétudes sur l'avenir ou en répétant des discussions qu'ils ne peuvent plus changer. En faisant cela, ils sèment des graines qui, au réveil, germent comme de l'anxiété, de l'apathie ou du découragement. Celui qui ne prend pas soin de sa dernière pensée devient l'otage de son propre subconscient. Les stoïciens savaient que les pensées finales façonnent le caractère, parce que lorsque l'esprit est sans distraction, il montre clairement ce qui le gouverne. Marc Aurèle avait l'habitude de réfléchir à la fin de la journée sur les actions qui dépendaient de lui et écartait ce qui était hors de son contrôle. Cette habitude n'était pas un hasard. Il comprenait que le dernier dialogue interne devait le renforcer, non l'affaiblir. Dormir avec des pensées claires et disciplinées était aussi important que le repos physique. Pense au subconscient comme à un gardien nocturne qui reçoit les dernières instructions avant la veille. Si tu lui donnes de la peur, il l'amplifie. Si tu lui donnes du calme, il le protège. Si tu lui donnes de la clarté, il la multiplie. La plupart laissent ce gardien travailler avec des déchets émotionnels, parce qu'ils ne prennent pas le temps de choisir quelles pensées semer avant de dormir. Ils pensent qu'ils n'ont pas de contrôle sur ce qui apparaît dans l'esprit, mais c'est faux. Tu ne peux pas toujours contrôler la première pensée qui arrive, mais tu peux contrôler la dernière que tu décides de garder. Prendre soin de la dernière pensée ne consiste pas à t'obliger à penser à des choses belles ou à nier la réalité, mais à choisir consciemment la fin de la journée. Après tout ce que tu as vécu, les erreurs commises et les succès atteints, tu peux terminer la journée avec gratitude, avec acceptation ou avec une déclaration ferme à toi-même. Par exemple, « Demain je serai plus patient »,« Aujourd'hui j'ai fait de mon mieux et je l'accepte », « Je ne porterai pas ce que je ne peux pas changer ». Ces phrases sont simples, mais en les répétant avec intention, elles ordonnent le désordre interne et préparent le subconscient à travailler en ta faveur pendant que tu dors. Pour que cela fonctionne, choisis un moment de calme avant de fermer les yeux. Éteins les écrans, évite les conversations qui perturbent ton humeur et consacre-toi au silence. Ensuite, laisse les pensées qui ne valent pas la peine s'en aller. Tu peux les imaginer comme des feuilles flottant sur une rivière qui s'éloignent avec le courant. Une fois que tu as éliminé le bruit, formule ta dernière pensée comme si c'était une instruction claire, pas un souhait vague. L'esprit obéit mieux aux instructions qu'aux supplications. Cette habitude exige aussi du courage, car parfois la dernière pensée dont tu as besoin n'est pas confortable. Cela peut être la reconnaissance d'une erreur que tu dois corriger demain, ou le rappel que tu dois lâcher quelque chose que tu as retenu par orgueil. Prendre soin de la dernière pensée n'est pas chercher du réconfort, c'est chercher la vérité et la direction. Cette honnêteté renforce l'esprit et empêche que les émotions non résolues te volent la tranquillité nocturne. Les recherches modernes confirment ce que les stoïciens pressentaient. L'état émotionnel avec lequel tu termines la journée influence la qualité du sommeil et le niveau d'énergie au réveil. Une dernière pensée disciplinée peut réduire le stress, calmer le système nerveux et améliorer la mémoire.
car le cerveau traite la nuit ce que tu lui donnes le jour. Celui qui prend soin de sa dernière pensée entraîne un pouvoir silencieux, celui de ne pas permettre que les souvenirs amers soient les maîtres de son repos. 7. Fais de la nuit ton sanctuaire. La plupart des gens considèrent la nuit comme une simple parenthèse entre un jour et l'autre. Ils se couchent épuisés, avec la lumière du téléphone encore illuminant leur visage, entourés de bruit visuel et mental, comme si le repos était une autre obligation sur leur liste interminable. Mais la nuit n'est pas une formalité, c'est le sanctuaire que tu décides de construire ou de détruire chaque jour. Et celui qui n'apprend pas à prendre soin de cet espace sacré finit par vivre dans un cycle de fatigue chronique, sans comprendre pourquoi il ne récupère jamais de force. Un sanctuaire n'est pas un lieu physique coûteux, ni ne nécessite des rituels compliqués. C'est un environnement conçu pour rappeler à ton esprit et à ton corps qu'ils entrent dans un territoire de calme. Les stoïciens comprenaient que l'environnement façonne le caractère. Si l'endroit où tu dors est envahi de désordre, d'écrans allumés et de souvenirs qui te perturbent, le subconscient ne comprend jamais qu'il est temps de s'arrêter. C'est pourquoi faire de la nuit un sanctuaire est bien plus que de faire le lit. C'est un acte de respect envers toi-même. Commence par l'espace qui t'entoure. Enlève ce qui est inutile. Tu n'as pas besoin que ta chambre ressemble à une vitrine pleine de distractions. Élimine l'excès d'objets et garde près de toi seulement ce qui invite au repos. Une lumière tamisée, un cahier, peut-être une odeur douce. Ton environnement est le premier langage que comprend l'esprit. Si tu lui parles avec chaos, il répond avec tension. Le sanctuaire se construit aussi avec des habitudes. Marque une limite claire entre le bruit du jour et le silence de la nuit. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de changer de vêtements pour dormir, baisser les lumières, consacrer 2 minutes à t'étirer ou préparer une boisson chaude. Ce n'est pas le geste en lui-même, c'est le message. Ici se termine la bataille et commence la récupération. Ce petit rituel fonctionne comme un signal psychologique qui aide le cerveau à se déconnecter. Au-delà de l'environnement physique, le véritable sanctuaire est mental. C'est l'espace intérieur que tu protèges des pensées qui ne méritent pas d'entrer. Ici, les limites sont tout aussi importantes. Ne pas emporter de conversation en suspens à l'oreiller, ne pas laisser de place au ressentiment. Ne pas permettre que les soucis de demain occupent le seul moment de paix que tu as aujourd'hui. Imagine la nuit comme un temple intérieur où seul l'accès à la gratitude, à la tranquillité et à la clarté est autorisé. Créer un sanctuaire nocturne est un rappel que le repos n'est pas un luxe. Il fait partie de ta discipline. Dormir en paix est un entraînement qui renforce le caractère autant que n'importe quel défi du jour. En traitant la nuit comme un lieu sacré, tu transformes un acte quotidien en une pratique de soin de soi stoïcien. Et chaque fois que tu le répètes, tu éduques ton esprit à respecter les limites qui garantissent ton bien-être. Celui qui fait de la nuit son sanctuaire se réveille différemment, avec l'esprit plus léger, le corps moins épuisé et l'esprit prêt à affronter le chaos extérieur. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de construire un refuge qui te permet de retourner au combat quotidien avec des forces renouvelées. C'est là le véritable pouvoir de prendre soin de ton espace nocturne, retrouver la dignité de ton repos et arrête de te mentir. Tu n'es pas en paix parce que tu restes accroché à ce que tu aurais déjà dû lâcher. Ton esprit reste attaché à des personnes, des souvenirs, des mots qui n'ont jamais été prononcés et des promesses qui n'ont jamais été tenues. Tu appelles cela amour, loyauté ou espoir, mais en réalité c'est une chaîne qui te retient prisonnier. Personne ne peut retrouver la liberté intérieure s'il insiste pour porter tout ce qui lui fait du mal. Tu as remis ton calme entre des mains étrangères, espérant que d'autres te donnent de la valeur avec leur attention, leur approbation ou leur présence. Mais chaque fois que tu cèdes ta paix à quelque chose que tu ne contrôles pas, tu perds un morceau de toi. Il n'y a pas de pire prison que celle de dépendre émotionnellement de quelqu'un ou de quelque chose pour te sentir complet. Le stoïcisme ne vient pas adoucir tes blessures ni te dire que tout va bien.
Il vient te rappeler que la vie est dure, que le monde ne va pas changer pour toi et que ton véritable pouvoir réside dans la façon dont tu choisis de réagir. Tu ne décides pas qui part, qui te fait du mal ou qui t'oublie, mais tu décides si ces choses continuent à avoir du pouvoir sur toi. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de plus de conseils superficiels. Ce dont tu as besoin, c'est de lâcher la corde qui te retient, d'arrêter de supplier des réponses, de poursuivre des explications, de vivre comme si ton bonheur dépendait de quelqu'un d'autre. La paix mentale n'est pas un cadeau que l'on attend, c'est une conquête. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de mots doux ni d'excuses pour justifier ta souffrance. Nous allons parler de discipline émotionnelle, de courage pour affronter tes propres attachements et de la force nécessaire pour aimer sans chaîne, se taire quand le silence est plus sage et embrasser l'inévitable sans se briser de l'intérieur. Si tu es prêt à cesser d'être l'otage de ton passé et à retrouver ta liberté intérieure, alors écoute attentivement les leçons à venir, car elles seront le premier pas pour revenir à toi. 1. Lâche la corde. Si tu as déjà vu quelqu'un couler dans l'eau tout en s'accrochant désespérément à quelque chose qui l'entraîne vers le bas, tu sais que le plus difficile n'est pas de nager vers le rivage, c'est de lâcher ce qui le fait couler. C'est exactement ce que tu fais chaque fois que tu t'accroches à des personnes, des souvenirs ou des situations qui n'ont plus de place dans ta vie. Tu crois que tenir cette corde te maintient en sécurité, mais en réalité, c'est ce qui t'empêche de remonter à la surface. La première étape pour retrouver ta liberté intérieure est d'avoir le courage de lâcher prise. Cela semble simple, mais c'est l'acte le plus difficile, car cela signifie accepter que ce à quoi tu t'accroches ne t'appartient pas, ne te définit pas et n'est pas sous ton contrôle. Lâcher prise n'est pas abandonner ni se rendre, c'est retrouver le droit de respirer sans dépendre de ce que tu ne peux pas changer. Beaucoup s'accrochent à des relations brisées parce qu'ils pensent que lâcher prise équivaut à perdre. D'autres gardent de vieilles rancunes parce qu'ils croient que les lâcher, c'est pardonner l'impardonnable. Il y a aussi ceux qui ne lâchent pas une idée de l'avenir qui n'est jamais arrivé, convaincus que céder cette illusion signifie accepter l'échec. Mais le véritable échec est de rester attaché à quelque chose qui ne te laisse pas avancer. Les stoïciens savaient que la cause de la souffrance n'est pas dans les faits, mais dans notre réaction à ces faits. Épictète l'a résumé ainsi. Ce qui nous perturbe n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Si tu comprends cela, tu verras que la corde qui te lie n'est pas la personne qui est partie, ni l'erreur que tu as commise, ni le temps perdu. C'est ton interprétation de ce qui s'est passé, ton besoin de tout contrôler. Lâcher prise nécessite deux choses, le courage d'accepter la réalité et l'humilité d'admettre que tout n'est pas entre tes mains. Lorsque tu décides d'arrêter de te battre avec ce qui est déjà passé, tu découvres que le poids que tu portais n'était pas le souvenir, mais ta résistance à le laisser partir. Commence par te demander, qu'est-ce que je gagne à tenir ceci? À qui cela sert-il que je reste attaché à une douleur qui ne change rien? La réponse est presque toujours à personne. La seule chose que tu gagnes est de rester prisonnier de ce qui n'existe plus. Une façon pratique de lâcher prise est d'écrire ce qui te retient. Mets en mots ce qui te fait mal. Et ensuite, observe si cette douleur dépend de quelque chose que tu peux changer. Si ce n'est pas le cas, reconnais que cette bataille est terminée et que persister dans celle-ci n'est qu'une perte d'énergie inutile. Ensuite, déchire le papier ou range-le loin. C'est un geste symbolique, mais puissant, car il montre à ton esprit que tu es prêt à le laisser partir. Une autre pratique stoïcienne est la dichotomie du contrôle. Sépare ce qui est en ton pouvoir de ce qui ne l'est pas. Ta réaction, tes habitudes, tes paroles, ta discipline, tout cela est sous ton contrôle. Ce que les autres pensent, ce qu'ils décident ou ce que le temps a emporté, non. Lorsque tu te concentres uniquement sur ce que tu peux changer, la corde perd sa force. Lâcher prise n'est pas toujours un acte visible. Parfois, il ne s'agit pas de bloquer quelqu'un, de brûler de vieilles lettres ou de quitter un lieu. Parfois, lâcher prise, c'est arrêter de tourner en rond dans ta tête, c'est arrêter de justifier, de demander pourquoi, de fantasmer sur une fin différente.
C'est le moment où tu décides de ne plus nourrir cette histoire avec ton attention. Cela peut faire mal au début. C'est normal. La douleur n'est pas un signe que tu te trompes, mais que l'attachement se brise. Tu le ressentiras comme un vide, mais ce vide n'est pas de la solitude, c'est de l'espace. De l'espace pour la paix, pour revenir à toi, pour apprendre à vivre sans dépendre de quelque chose qui n'existe plus. Lâcher la corde est un acte de rébellion contre l'idée que tu as besoin de t'accrocher à tout pour ne pas perdre. 2. M s'enchaîne. L'amour ne devrait pas se sentir comme une cage, mais beaucoup ont été éduqués à le confondre avec la possession. Ils croient que aimer, c'est surveiller, exiger, réclamer des explications pour chaque silence, et attendre que l'autre personne devienne la principale ou unique source de leur bonheur. Ce type d'amour ne libère pas, il asservit. Il vous rend dépendant de l'humeur, des décisions et de la présence de quelqu'un d'autre. Vous perdez votre centre chaque fois que vous cherchez en d'autres la sécurité que vous devriez trouver en vous. Aimer s'enchaîne ne signifie pas aimer moins. Cela signifie aimer mieux. Cela signifie que vous ne donnez pas votre dignité en échange de miettes d'affection, que vous ne renoncez pas à votre liberté par peur d'être abandonné, que vous ne poursuivez personne pour lui prouver votre valeur. Quand vous aimez avec des chaînes,